Pour moi, ça a été une nécessité de publier ce carré noir. Mais je pense que ce n'est pas une réponse absolue, en fait. On ne peut pas uniquement publier sur les réseaux et ensuite ne rien faire. À un moment, il faut que son engagement ou ses pensées, quand on les exprime dans un post comme celui-ci, qui est hyper facile à faire, il faut que nos actions aillent plus loin que le fait de juste reposter quelque chose. Tu cliques, tu retweets, tu publies, tu partages, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose ? S'engager avec son téléphone ou son ordinateur, est-ce que c'est un bon moyen vraiment de se frotter à l'action politique ? Est-ce que c'est pas dangereux peut-être ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou est-ce que c'est pas juste un moyen superficiel de se regarder le nombril en pensant qu'on change vraiment les choses ? Tu le sais, aujourd'hui, tout se passe en ligne. Ça fait partie de notre monde qui change et la politique, ça en fait partie. Du coup, on a invité une créatrice de contenu politique, Chanel Lacafia, qui nous parle de son expérience et de ses réflexions autour de cette question de l'engagement politique online. Cette fois-ci, c'est mes amis Joseph, qui est doctorant en communication politique, et Diana, qui est journaliste internationale et américaine, qui accueille Chanel. Alors ensemble, et dans la conversation, on se pose et on en discute, on réfléchit. Ça parle racisme, clics et contradictions, aujourd'hui dans Politiquois. Bonjour Chanel. Bonjour. Alors Chanel, à travers ton compte Instagram, tu publies différents contenus sur les thèmes, par exemple, de l'antiracisme ou encore des cultures du Pacifique. Est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que tu es une influenceuse ou peut-être une créatrice de contenu ? Je pense plus créatrice de contenu. Ok. Je trouve ça plus précis par rapport à ce que je fais. Alors Chanel, tu as 25 ans et comme nous, tu as un peu grandi avec les réseaux. Est-ce que dès le début, tu t'es dit que ça pouvait être un lieu d'engagement ? Pas du tout. J'avais vraiment un usage personnel de mes différentes plateformes, que ce soit Facebook ou Insta. Donc ça m'est vraiment venu petit à petit. Mais au premier abord, non, je publiais juste des photos. C'est vraiment pendant le premier confinement. Je pense que tout le monde a eu un petit peu des révélations à ce moment-là. Et moi, de mon côté, pour le coup, j'ai commencé à vraiment m'engager ou à vraiment me renseigner sur les questions du racisme au moment de l'assassinat de George Floyd. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, tout le monde a commencé à poster, le 2 juin, tout le monde a posté des carrés noirs. Et ça a été pour moi le premier moment où je me suis dit il faut que je me renseigne plus sur le racisme en France. Et c'est le moment où j'ai commencé à poser des mots sur mon expérience personnelle. Et voilà. Pour le coup, je n'ai pas commencé à publier tout de suite, ça a pris un peu plus de temps. J'avais besoin de me renseigner, lire des livres, écouter des émissions. Et je me suis lancée, je pense, à peu près 1 an plus tard, en fait. Le temps de me sentir... d'avoir le courage d'exposer mes idées, on va dire, mon opinion sur ces sujets-là sur mon Instagram. J'imagine que si tu as mis un peu de temps aussi pour te lancer dedans, c'est peut-être qu'il y avait... tu pourras nous en dire plus, mais certaines craintes, peut-être, en tout cas, c'est ce que je ressentirais pour moi par rapport au regard des autres. Comment, toi, tes proches ont réagi en voyant ça ? C'est parfois des sujets qui sont catégorisés comme sensibles et du coup, c'est pas évident de faire face au coût social que ça peut représenter. Au début, je relayais beaucoup de publications que je pouvais voir ou d'émissions ou de livres que j'avais achetés. Et du coup, ça a été progressif pour eux. Je pense qu'ils ont compris mon cheminement, ils l'ont suivi. Mais c'est vrai qu'il y a eu si je parle de ma famille, surtout, il y a eu une crainte que les messages que je souhaite porter puissent me porter préjudice, pour le coup. Parce que quand on parle de racisme, on va forcément se confronter à des avis qui ne sont pas en accord avec les miens, par exemple. Il y avait cette peur que finalement j'ai beaucoup de retours malveillants, ce qui n'est pas le cas aussi parce que mon compte est assez petit. Donc pour l'instant, j'interagis vraiment avec des gens qui sont un peu dans le même mood que moi. Donc finalement,
cette crainte-là, elle ne s'est pas vérifiée pour l'instant en tout cas. Et j'espère que ça restera comme ça, toujours bienveillant. Mais oui, pour le coup, j'ai pas eu peur de me lancer là-dedans parce que pour moi, ça m'intéresse énormément. C'est horrible de dire que le racisme me passionne, mais en tout cas, mon engagement fait que ça dépasse le fait que je puisse avoir peur d'être en contact avec des gens qui sont racistes, en fait, on va dire ça. Mais oui, ma famille avait un peu peur de ce côté-là, mais bon, tout va bien. Tout va bien. Je pense que c'est passé. En tout cas, ils m'en parlent pas trop. Et mes amis étaient plutôt, hyper encourageants. Et il n'y avait pas cette crainte-là de leur côté, je pense. Parfois, quand on parle des réseaux sociaux, il y a beaucoup... on parle des bulles de filtre, comme de ce mécanisme qui fait que justement, plutôt que de favoriser du dialogue avec des personnes qui pensent différemment, on peut avoir tendance du coup à plutôt poster auprès d'un public qui a une sensibilité un peu comme la nôtre et du coup qui a une forme d'entre-soi qui se crée. Est-ce que pour toi c'est un obstacle du coup ça au fait de porter un message ou au contraire ça peut peut-être permettre de se rassurer, en tout cas dans un premier temps, d'être dans une atmosphère plutôt bienveillante? Alors oui, c'est rassurant d'échanger avec des personnes qui ont la même expérience que moi avec le racisme, par exemple. Oui, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Et c'est un sentiment que j'ai déjà eu au début, par exemple, au moment de l'assassinat de George Floyd. J'avais l'impression que je pouvais en parler à personne. Ou que c'était le nombre de personnes qui allaient interagir avec moi sur ce sujet était assez limité. C'était juste mes parents, par exemple. Et du coup, oui, avoir des gens qui pensent comme soi, forcément, c'est rassurant et ça montre qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a quelque chose à faire derrière et qu'on peut discuter et qu'on peut trouver des solutions tous ensemble ou partager les mêmes idées. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est rassurant. Après, c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps aussi, de me dire il ne faut pas que je reste dans cette position assez confortable où, justement, je ne suis jamais confrontée à des gens qui pensent différemment. Parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, finalement. C'est en faisant face à des gens qui ont des idées totalement différentes et qui vont faire que je vais encore plus réfléchir et chercher des réponses aux questions qu'ils me posent. Chanel, tu nous as dit que l'assassinat de George Floyd, donc en 2020, c'était un peu le moment de déclic pour toi. Et justement, je trouve que sur le sujet d'activisme sur les réseaux, c'était peut-être un moment aussi déclic pour ce phénomène parce que tu as évoqué le fait que pour montrer leur solidarité à la lutte Black Lives Matter, il y a des personnes qui ont commencé à poster en solidarité des carrés noirs sur Instagram. Et justement, c'était un acte de solidarité qui a aussi été critiqué comme étant peut-être un acte performatif. On voulait savoir ce que tu en penses. Pour moi, les Black Squares qui ont été publiés, ça a été un début de conversation. Du coup, oui, j'avais vraiment une bonne image de ce mouvement. Pour moi, ça a été une nécessité de publier ce carré noir. Mais je pense que ce n'est pas une réponse absolue, en fait. On peut pas uniquement publier sur les réseaux, publier juste un carré noir et ensuite ne rien faire. À un moment, il faut que son engagement ou ses pensées, quand on les exprime dans un post comme celui-ci, qui est hyper facile à faire, il faut que nos actions aillent plus loin que le fait de juste reposter quelque chose. Ce mouvement un peu militant contre les violences policières qu'on a vu à la suite du meurtre de George Floyd, moi, c'est quelque chose qui m'a fait du bien à ce moment-là. Quand c'est arrivé, ça a montré qu'on était capable de tous se rassembler pour lutter contre les violences policières. Et ça a été une nécessité pour moi de publier à ce moment-là. Ça a marqué le début où j'ai commencé vraiment à me renseigner, à déconstruire mes propres biais, mes propres idées ou par rapport au racisme. Donc ça a vraiment été quelque chose de positif. Après,
en me renseignant un peu plus et même en voyant l'évolution du mouvement, on s'est rendu compte que c'était finalement assez problématique parce que tout n'a pas été fait de la bonne manière. On a pu voir que les gens, par exemple, publiaient avec le hashtag BLM. Du coup, ça a invisibilisé les publications de Black Lives Matter. On a pu voir aussi qu'il y avait des entreprises qui avaient pris la parole sur ce sujet-là, qui avaient elles-mêmes publié des carrés noirs, alors que derrière, on sait qu'ils n'ont pas de politique antiraciste en interne, ou alors qu'ils sont mêlés dans des histoires justement de racisme avec certains de leurs employés ou des choses comme ça. On a pu voir que cet engagement avait ses limites si ça reste sur les réseaux et si c'est juste une question d'image. C'est pas vraiment du militantisme et c'est pas vraiment de l'engagement. Donc j'ai un avis un peu plus nuancé maintenant par rapport au carré noir. Même si je pense que ça a été hyper important pour visibiliser la lutte contre les violences policières. Pour moi, c'est pas une réponse absolue pour régler le racisme systémique en France, aux États-Unis ou même dans le monde en général, quoi. Racisme systémique, c'est une expression qu'on entend de plus en plus, mais peut-être certains auditeurs et auditrices ne voient pas forcément à quoi ça correspond. Oui. Est-ce que tu pourrais nous aider à mieux la comprendre ? Parler de racisme systémique, c'est le fait que notre société soit basée dans son fonctionnement sur une logique raciste. C'est en fait introduire le fait que le racisme s'insinue dans toutes les strates de la société et ne se résume pas uniquement à des actes haineux. Si le racisme c'était uniquement des insultes, ça fait longtemps, je pense qu'on aurait réglé le problème. Aujourd'hui, on voit bien que le racisme, c'est ne pas pouvoir accéder à certains logements quand on a une couleur de peau un peu trop foncée. C'est se voir refuser aussi des emplois. C'est subir du contrôle aux faciès. Tout ça, c'est un mode de fonctionnement sociétal finalement. Donc c'est pour ça que c'est pas uniquement des faits ponctuels. C'est une logique bien plus grande que ça. Il y a des pays qui se sont construits sur des politiques racistes. Donc forcément, il faut désigner le racisme dans son ensemble, dans toutes les manières dont il se traduit dans la société, et ne pas parler uniquement que de racisme pour des insultes, par exemple. Enfin, le regard extérieur que je peux avoir, c'est qu'il y a une conversation qui est assez ouverte sur la question raciale aux États-Unis. Et que, en tant que Français, même si l'histoire de nos deux pays est complètement, sont vraiment différentes, on a quand même beaucoup de choses à apprendre sur justement la lutte antiraciste aux États-Unis et l'évolution des différents mouvements antiracistes là-bas. Parce qu'en France, oui, il y a cet universalisme, il y a cette idée universaliste qui est très belle et qui nous rassemble un peu tous et qui fait notre identité en tant que Français. Mais c'est aussi utilisé comme une sorte de déni des discriminations et du racisme systémique qu'il y a dans notre pays. Le débat sur le racisme en France est très compliqué à avoir parce que on tombe très vite dans il y a pas de racisme en France, il y a pas de c'est pas chez nous, ça c'est c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous. Et du coup, ça c'est compliqué c'est une déconstruction personnelle en tant que Français, je trouve, qu'il faut avoir de ce côté-là, être conscient de toute l'histoire de notre pays, comment notre pays s'est construit, et pas juste les facettes qui nous arrangent et justement cette idée universaliste, quand on voit comment elle s'est forgée, c'était de l'universalisme, oui, mais pas pour tout le monde non plus. Si je prends l'exemple de l'Ukraine et de l'accueil des réfugiés ukrainiens, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est normal qu'on accueille les réfugiés ukrainiens et heureusement qu'on le fait. Mais on voit, par exemple, avec des réfugiés qui viennent d'autres pays, là, l'accueil se fait pas de la même manière. Donc, et ne se fait pas du tout d'ailleurs. Donc voilà, on voit que l'universalisme est une belle idée. Dans la pratique, est-ce que c'est vraiment fait ? Ça, c'est une autre question quand même. On a tendance à beaucoup opposer la France et les États-Unis, mais encore une fois, je pense qu'on a plein de choses justement à apprendre
si je parle un peu de recherche, c'est vrai que l'étude antiraciste en sciences sociales, c'est très, très nouveau en France. Et encore, c'est compliqué d'aborder ces questions-là. Alors qu'aux États-Unis, il y a plusieurs... il y a vraiment des champs de recherche qui sont consacrés à ça. En France, c'est un débat de savoir si on peut ne serait-ce que parler de ça. Moi, je sais que mon mémoire, quand je l'ai écrit, j'ai eu des difficultés à poser mon sujet parce que c'était touchy pour certains de mes profs que je parle de ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de barrières en France. Il y a aussi un déni par rapport à la question raciale, justement par rapport à cet universalisme et ce côté en France on ne voit pas les couleurs. Mais il y a cette idée en France où on ne voit pas les couleurs. C'est le principe de color blindness. Mais si on ne voit pas les couleurs, ça veut dire qu'on ne voit pas les problèmes non plus. Et si on ne voit pas les problèmes, on ne les règle pas. C'est très intéressant ce que tu dis sur le besoin d'apprendre des États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'Américaines et aussi des Américains noirs qui sont beaucoup documentés sur leur expérience du racisme et sur la lutte antiraciste aux États-Unis, mais qui sont venus en France et qui ont exprimé une certaine libération à la catégorie raciale à laquelle ils étaient renvoyés quand ils étaient aux États-Unis. Et je trouve ça intéressant que dans notre vision de la société, de la race et de l'individu, il y a des choses qu'on doit apprendre. Donc pour moi, le fait d'opposer ces perspectives, c'est assez fructueux. Oui, puis même, tu vois, on est le pays des droits de l'homme, et en même temps, on a eu le code de l'indigénat qui a été mis en place dans les colonies. Donc, on peut pas le nier, ça. Enfin, on parle d'universalisme, oui, mais encore une fois, pas pour tout le monde. Il y a eu certaines choses dans notre histoire, et même encore aujourd'hui, où on voit qu'il y a une différence qui est faite. Entre, je vais parler, par exemple, des Outre-mer, et plus particulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Et on a pu le voir, je me suis renseignée sur la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et pourtant, c'est quand même notre pays, c'est l'histoire aussi de notre pays, et comment ça s'est passé avec la mise en place d'un code de l'indigénat, avec une ségrégation, avec une mise dans des réserves du peuple autochtone kanak. On a du mal à... Comment dire ? C'était difficile pour moi d'apprendre tout ça parce que la France, ça reste mon pays, mais c'était difficile de me dire j'ai cette idée d'une France qui unit tout le monde, qui justement est universaliste, et de l'autre côté, j'apprends des choses dans notre histoire, des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps que ça, au 19e, au 20e siècle, où je me dis il y a quand même un sacré décalage. On est le pays des droits de l'homme, on est aussi le pays du code de l'indigénat, par exemple. C'est pour ça que je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre aux États-Unis, parce que cette histoire-là, elle est pas niée aux États-Unis. L'histoire de l'esclavage, elle est pas mise sous le tapis, en tout cas. Et j'ai l'impression que dans mon éducation, j'ai eu beaucoup plus de connaissances sur l'esclavage aux États-Unis que le rôle de la France dans le commerce triangulaire, par exemple. Et je pense que c'est pas hyper normal. Donc bon, ou même le fait qu'aujourd'hui on ait des territoires qui sont français et qui sont à 15 000 km de chez nous, de l'Hexagone. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Je pense comment ça se fait qu'on ait par exemple la Nouvelle-Calédonie qui soit français, ou Wallis et Futuna, enfin là je parle de l'Océanie parce que voilà, ça me touche personnellement, mais c'est valable aussi pour d'autres territoires d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe. En tout cas, ce qui m'anime fortement, c'est notre méconnaissance de ce côté de l'histoire de France aussi. Voilà. Pour moi, on a tellement de choses à apprendre sur notre propre histoire que voilà, c'est important d'en parler, et surtout moi, j'essaye de faire ça dans mes posts quand je parle de l'Océanie, c'est de montrer cette histoire, cette partie de l'histoire de France, et d'essayer d'un peu éveiller les consciences. Merci Chanel, je pense que c'est riche, et j'en ai moi-même à apprendre et à déconstruire un peu ces choses dont tu parlais, et à aussi revoir différemment notre histoire,
qu'on nous a inculqué aussi au travers de récits dominants quelque part. Peut-être ce qui m'intéresserait de savoir, je parlais avec un ami récemment qui fait sa thèse de doctorat sur la non-violence. Et c'était intéressant de discuter avec lui de la définition de la non-violence et de la difficulté de définir quelque chose qui est en fait l'absence de quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La non-violence, c'est du coup l'absence de violence. De ta perspective à toi, qu'est-ce que serait l'antiracisme autrement que une société où ce racisme systémique ne sévit pas? Quels seraient un peu ces idéaux qui t'animent et quelque part cette autre société qui ne serait pas basée sur ça et qu'on pourrait essayer de construire, même si j'imagine que c'est assez dur, mais qu'est-ce qu'on pourrait espérer? On pourrait espérer déjà qu'il y ait un dialogue qui est totalement ouvert, que tout le monde soit prêt à se déconstruire, parce que c'est aussi une déconstruction... là, on parle beaucoup de la France en général, mais c'est une déconstruction personnelle, privée, en fait. C'est un travail qui est difficile. Enfin, moi, ce que je souhaite en premier lieu, et pour moi, ce qui est faisable à vision court-termiste, on va dire, c'est avoir cette discussion avec soi-même, par exemple. De se dire, est-ce que j'ai des comportements ou des idées qui sont problématiques de ce côté-là? Pourquoi je pense comme ça? Qu'est-ce qui fait que je peux avoir des idées racistes, clairement? Et la deuxième chose que j'aimerais dans une société antiraciste, c'est aussi qu'on donne la parole aux personnes concernées directement par ces problématiques et qu'on les écoute. C'est quelque chose qui n'est pas... On parle souvent de racisme sans forcément interroger les personnes qui le subissent. Et pourtant, c'est compliqué du coup de parler de quelque chose qu'on ne vit pas, par exemple. Et ça, je pense que c'est aussi important d'être à l'écoute et d'apprendre des gens qui vivent ces situations. Par exemple, sur la colonisation de l'Océanie, c'est vrai que on a c'est dans ces discours, comme tu le disais, dominants, on n'a pas demandé aux gens qui ont vécu cette colonisation, donc par exemple les Kanaks ou même les Wallisiens, comment ils ont vécu comment ils ont vécu cette histoire-là, je veux dire. Et pourtant, on a besoin de leur point de vue aussi. Donc, Chanel, quand tu parles de cette remise en question personnelle que les personnes doivent faire dans leur comportement, dans leur manière de penser, est-ce que tu as un exemple concret d'un comportement qui peut être de caractère raciste, peut-être, et que les personnes n'y réfléchissent pas? Je peux prendre l'exemple du travail. C'est quand même un endroit où on est 80% de notre temps. Et moi, dans mes différentes expériences pro, j'ai été témoin de micro-agressions. Donc les micro-agressions, c'est ces petites phrases, par exemple, quotidiennes qu'on peut dire et en fait qui sont racistes. Par exemple, me dire que mes cheveux bouclés, les cheveux bouclés ne sont pas français. Ça, c'est des choses que moi, j'ai entendues. Ou me demander d'où je viens dès qu'on me rencontre. Et puis quand je dis que je viens de Tours, parce que je viens de Tours, on me dit « Oui, mais non, tu viens d'où ?» Comme si ma réponse ne pouvait pas être la bonne. Et il faut que j'explique pourquoi j'ai cette couleur de peau-là. Alors que même si je suis très fière de mes origines wallisiennes, j'ai quand même grandi à Tours, donc en fait pour moi je viens de là-bas, donc je peux pas. Et il y a toujours au travail, c'est une problématique que j'ai ressentie, toujours ce besoin de se justifier sur qui on est et d'où on vient et pourquoi on est comme ça. J'ai assisté à des débats, c'est pareil au travail, où on allait parler de population océanienne et puis d'un coup j'entendais quelqu'un dire que ce sont des sauvages. Et là je me dis mais on est en 2022 et tu dis que les Océaniens sont des sauvages. C'est des phrases banales finalement qui sont souvent dites pour ces gens-là sur le ton de l'humour. Mais quand on est concerné par ces micro-agressions, c'est pas de l'humour. C'est une charge mentale en plus. C'est des choses à processer, à réfléchir. Et pour le coup, moi je sais qu'à un moment ça me prenait énormément la tête parce que quand on entend des choses comme ça, souvent on est choqué.
et on sait pas quoi répondre. Parce que qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui me dit que j'ai pas la tête d'une Française? Je sais pas quoi dire. Je peux juste être choquée et après je rentre chez moi et je me dis oh, j'aurais dû lui dire ça. Mais finalement je le fais pas et puis le débat il est passé et c'est pas le lendemain que je vais lui dire j'ai vraiment pas apprécié, peut-être que je devrais le faire. Mais voilà, c'est un exemple de comportement raciste, c'est justement ce racisme ordinaire, c'est toutes ces petites phrases qu'on peut entendre au quotidien qui vont pas choquer les personnes qui ne sont pas forcément concernées par le racisme, enfin les personnes qui ne subissent pas le racisme, je veux dire. Mais qui, quand ces paroles sont dirigées vers soi, c'est extrêmement difficile à digérer. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Y a des gens qui vivent des micro-agressions ou même du racisme au quotidien, bien pire que ce que je viens de dire là. Je suis pas en train de... Je suis pas dans une position de victimisation et de me dire c'est terrible et c'est terrible ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui vivent des choses bien pires que ça. Mais je voulais juste, en gros, exprimer le fait que rien que ces petits gestes du quotidien, ça a un impact ces gestes, en tout cas, ont eu un impact sur moi, sur la vision de moi-même et même sur mes interactions avec les autres après. C'est pour ça qu'il faut parler avec des gens qui subissent le racisme pour en apprendre plus sur justement les comportements qu'on peut avoir et qui sont problématiques. Chanel, du coup, tu es créatrice de contenu, comme on le disait en introduction. Pour autant, tu avertis dans un de tes posts sur le danger du slacktivisme, le fait, en fait, cette expression qui veut dire un peu littéralement activisme paresseux. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme changement au travers de ces canaux-là? Et peut-être quels conseils tu souhaiterais donner à des gens qui sentent aussi quelque part cet appel au travers de leurs publications et au travers de différentes dimensions de leur vie à militer, à s'engager, à porter un message plus généralement? Ouais, j'essaye d'avoir une approche pédagogique dans mes posts parce que je pense que justement il y a beaucoup de lumière à faire sur certains mots comme rien que de définir le racisme, c'est important parce que aujourd'hui quand on demande à une personne ce qu'est le racisme, on peut entendre un peu tout et n'importe quoi et finalement alors que la définition est quand même assez assez précise. Donc moi j'essaye d'apporter de la pédagogie. J'espère que j'y arrive et que je suis assez claire dans les réponses que j'apporte. Par rapport au slacktivisme et l'activisme performatif en général, c'est vrai qu'en soi c'est facile de changer sa photo de profil avec un filtre ou avec par exemple juste poster un carré noir ou poster le carré bleu pour les Ouïghours ou là I Stand With Ukraine qui est écrit pas mal, un peu partout maintenant. Ça c'est des actions qui sont faciles. C'est important parce que ça donne de la visibilité. Faut pas non plus dénigrer l'impact que le fait de publier ce genre de contenu peut avoir. Ça donne beaucoup de visibilité, ça fait que les gens se posent des questions. Mais après, c'est pas une fin en soi. Il faut aller plus loin. Faut chercher faut chercher à vraiment se déconstruire, à vraiment se renseigner. J'ai fait un post sur le fait d'être un meilleur allié sur les réseaux. Et en soi, dans mes recherches, j'ai trouvé plusieurs conseils que j'ai résumés à la fin de ce post. Et si je peux résumer ces conseils, c'était en soi, dans un premier temps, d'écouter les personnes qui sont concernées par ces problématiques. Ensuite, de se dire, avant de changer ma photo de profil, se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut prouver aux autres qu'on s'intéresse à ces problématiques, on a un souci d'image de soi, ou est-ce que je le fais parce que je m'y connais assez par rapport à ce sujet pour porter ce message-là. Je pense que on peut difficilement par exemple, poster un carré noir par rapport à George Floyd si derrière on s'intéresse pas aux violences policières ou si on n'est pas contre les violences, si on est dans le déni des violences policières par exemple. Il faut être en accord sur un peu tout finalement, sur ce qu'on poste sur les réseaux et sur ce qu'on fait soi-même. Donc voilà, on peut pas cracher sur l'activisme performatif. On peut pas dire que c'est une mauvaise chose parce que ça donne de la visibilité.
c'est des actions faciles, ça permet aux gens de se rassembler hyper rapidement et d'avoir des mouvements qui sont mondiaux aussi. Mais il faut qu'à une échelle personnelle aussi, il y ait un travail qui soit engagé de déconstruction. Et c'est comme ça que ça portera ses fruits, finalement. Sinon, ça reste une photo ou ça reste un post qui finalement n'a pas trop d'impact sur soi. Par exemple, les pétitions en ligne, oui, c'est un acte facile, mais en même temps, c'est hyper nécessaire. Avec des pétitions, on peut faire plein de choses. Ça rend je pense que les réseaux ont rendu plus accessible le militantisme. Et on en a une image qui est moins extrême, si je peux dire. Il y avait toujours cette image des militants qui sont en colère et en vrai, non. Oui, forcément, il y a de la colère parce que c'est aussi le fait d'être en colère qui fait qu'on agit et qu'on fait quelque chose. Je parle pas de violence, je parle vraiment du sentiment de colère pour le coup. Mais c'est pas que ça, le militantisme. C'est pas juste être en colère, c'est chercher des solutions. Et je pense que les réseaux aident à trouver des solutions. Et les personnes qui sont engagées sur les réseaux ont plus tendance à aussi s'engager dans la vie réelle, si je peux dire. Aller aux manifestations, choses comme ça. Donc c'est une première porte d'entrée qui, je pense, est très bien. Après, ça peut amener à des problématiques comme les carrés noirs, comme on en a parlé au début, où pour plein de gens aussi, l'activisme, ça va se résumer au fait de poster quelque chose rapidement et puis après on n'en parle plus. Mais faut voir les bons côtés des choses et pas que les mauvais. Merci beaucoup Chanel d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous deux. Bon courage pour la suite et les personnes qui souhaitent te suivre peuvent le faire avec le @ qui va s'afficher à l'écran et dans la description. Politiquoi est un podcast proposé par Imago Dei. Pour plus d'informations, rendez-vous sur imagodei.fr. À bientôt!